Paul Watson, vous avez consacré votre vie à un combat, la lutte contre la chasse à la baleine. Pour le mener, pour vous, pas de manifestation, pas de communiqué de presse, non. Pour vous, ce qui importe, c'est ce que vous appelez l'action agressive non violente. Pour vous faire comprendre ce qu'est ce mode d'action, je voudrais vous parler de quelque chose qui s'est passé il y a 15 ans. On va faire un petit bond dans le passé. Il y a 15 ans, vous partez au large de l'Antarctique pour votre série Whale Wars. Vous et votre équipage trouvez des baleiniers japonais et vous commencez votre opération. Diffusion de musique classique à plein régime, jet de peinture rouge et de boules puantes d'acide butyrique, lancer de cordage sur les hélices des bateaux. Voilà l'expression concrète de votre mode d'action. Malheureusement, cette affaire et ce mode d'action vous mèneront 14 ans plus tard dans une prison au Groenland après l'émission d'un mandat d'arrêt international par le Japon. Vous y êtes détenu pendant 149 jours où vous redoutez d'être extradé vers une prison japonaise. Heureusement, vous êtes libéré le 17 décembre 2024. Ça signifie que vous avez pu passer vos fêtes de fin d'année en famille. Paul Watson, vous êtes libre depuis un peu plus de 3 mois. Comment allez-vous ? Je vais très bien, merci. Alors, le temps que j'ai passé en prison au Groenland, pour moi, c'était l'occasion de continuer à me concentrer sur la chasse illégale à la baleine au Japon, et en plus en m'intéressant à ce qui se passe dans les îles Faroé, où on tue également les baleines et les dauphins. Paul Watson, en 149 jours de détention au Groenland, sans voir votre famille, sans savoir si vous pourriez sortir, est-ce que cette détention, elle vous a fait réfléchir sur votre mode d'action en tant que militant écologiste ? Ah, c'était pas la première fois que je me faisais arrêter. J'ai eu l'occasion d'y réfléchir. J'ai passé du temps en prison déjà. Mais on m'a jamais condamné pour un crime, ou j'ai jamais blessé qui que ce soit dans toute ma carrière. Je n'ai jamais eu de condamnation pour violence. C'est ça, l'agression non-violence. C'est-à-dire qu'on ne cause pas de blessures et on reste dans le cadre de la loi. Donc à 74 ans, est-ce que vous diriez que ça a fait vaciller votre détermination ? Vous allez raccrocher ou vous allez continuer votre combat ? Non, c'est pas l'arrestation qui va changer quoi que ce soit. La notice rouge, donc, qui est le mandat d'arrêt international, est renouvelée par le Japon avec l'accord d'Interpol, l'organisation internationale de police criminelle. Il se trouve que le siège d'Interpol est en France, est à Lyon. Vous nous aviez dit à Libération que vous allez y aller pour discuter avec Interpol. Vous l'avez fait ? Oui, je me suis rendu à Lyon il y a un mois exactement, et Interpol a appelé la police à Lyon pour savoir ce que je faisais là-bas, pour savoir si j'allais organiser une manif ou quelque chose comme ça. Et j'aurais dit non, j'ai pas l'intention d'organiser quoi que ce soit, parce que on est en train d'exercer une pression juridique et politique sur Interpol. Alors Interpol, comme vous le savez peut-être, est utilisé, instrumentalisé par bien des pays à des fins politiques pour justement embêter les lanceurs d'alerte, les militants. Et actuellement, d'ailleurs, nous interpellons Interpol. D'ailleurs, c'est pas que pour moi, pour d'autres personnes qui ont été visées, pour arrêter de faire d'Interpol une arme aux mains de pays qui veulent s'en servir à des fins politiques. Alors, cette histoire de notice rouge, en fait, normalement, ça existe pour des crimes très, très graves. Et je suis la seule personne dans toute l'histoire d'Interpol, en tout cas pour les notices rouges, pour avoir reçu une notice, pour avoir voulu empêcher des activités. Je voudrais revenir, Paul Watson, sur un petit peu l'origine de votre combat. Pourquoi est-ce que vous avez fondé Sea Shepherd ? Vous pensiez que les autres associations étaient trop molles ? J'ai cofondé Greenpeace en 1972, et après quelques années, j'estimais que je ne voulais plus prendre des photos, je voulais être présent sur le terrain. Donc, d'où l'idée est venue de cette violence non agressive. Alors, il y a eu des heurts avec Greenpeace, c'est vrai, parce que je menais une campagne pour protéger les baleines au large de Terre-Neuve.
Et il y avait donc un baleinier qui s'apprêtait à tuer un bébé baleine. Et j'ai attrapé le harpon, je l'ai balancé dans l'océan. Et j'ai pu mettre le bébé baleine en sécurité. Or, Greenpeace m'a accusé de voler le bien de ce baleinier, donc le harpon, et de l'avoir détruit. Bon. Alors, c'était en fait une arme destinée à tuer les bébés baleines. Alors, j'ai dit, j'étais là pour sauver des vies. Et je n'allais pas laisser cette pauvre baleine succomber au coup du baleinier. Et c'est ça qui m'a amené à créer Sea Shepherd et cette histoire de violence non agressive. Vous avez donc mentionné votre mode d'action, la violence non agressive. À quel moment est-ce que vous vous êtes dit que c'était le meilleur mode d'action face aux attaques faites contre les baleines et pourquoi ce mode plutôt qu'un autre? Écoutez, parce que très vite, je me suis rendu compte que ce mode d'action était très efficace. On a réussi à arrêter des opérations de chasse à la baleine à travers le monde grâce à ce mode d'action et des opérations de pêcherie illégale dans le monde entier aussi. En 1986, par exemple, on a coulé la moitié des baleiniers de l'Islande, toute la flotte de baleiniers, ce qui l'a obligé à arrêter ses activités pendant 7 ans. Alors, ça peut vous paraître illégal. Mais je me suis rendu à Reykjavik, en Islande, pour exiger de me faire arrêter, figurez-vous. Et à l'aéroport, c'est la police donc, qui m'a accueilli là-bas. On me dit, combien de temps vous proposez-vous de rester en Islande? J'ai dit, je ne sais pas, 5 minutes, 5 jours, 5 ans, je ne sais pas. Et puis, il a fallu subir un interrogatoire. On m'a dit, est-ce que vous reconnaissez avoir coulé donc, ces bateaux de pêche, de chasse? Et je dis, et je vais couler les 2 autres qui restent à la première occasion. Sur ce, on m'a embarqué à l'aéroport, et on m'a dit, rentrez chez vous. Et ce jour-là, le ministre de la Justice a dit donc, devant le Parlement, mais il se prend pour qui celui-là? Il vient dans notre pays, exige de se faire arrêter, virez-le. Alors, parce qu'il savait que si on me faisait un procès en Islande, c'était toute l'Islande qui serait en procès devant le monde entier. Donc il n'y avait pas de crime, en tout cas. Est-ce que vous pensez que ce mode d'action que vous défendez est le seul valable? Vous l'avez dit, c'est pour vous le plus efficace, mais est-ce que c'est le seul valable? Par exemple, si on prend l'affaire il y a 15 ans, est-ce que vous avez déjà tenté d'aller discuter avec des autorités japonaises avant de prendre vos caméras et mener cette action spectaculaire? Alors, il se trouve que, en parlant à l'équipe de baleiniers, j'ai pu arrêter une opération de chasse au dauphin dans une île du Japon. Parce que je leur ai dit que s'ils continuaient, j'allais couler leur bateau. Bon. Et ils ont décidé qu'ils ne voulaient pas que je coule leur bateau. Donc ils ont arrêté. Cela dit, ça n'est pas la seule façon d'agir. La force d'un écosystème réside dans sa diversité. Mais la force d'un mouvement réside également dans sa diversité. Et donc, il y a des tas d'approches possibles. L'éducation, bien sûr, la législation, les actions en justice ou le militantisme. Et c'est ensemble que ça fait un écosystème qui peut agir. Vous pensez que vos actions avec Sea Shepherd ont eu des conséquences concrètes sur la protection des cétacés et sur leur survie? Est-ce que les cétacés vont mieux depuis que vous agissez? On a sauvé 6500 baleines dans les océans des mers du Sud. On a fermé toute la pêcherie à la baleine illicite donc au Canada.
Et bon, évidemment, ça a mis fin à la carrière de tous les baleiniers pirates des océans. Et on a fermé les opérations de chasse à la baleine en Australie, au Chili, au Pérou, dans d'autres pays encore. Et même en Union soviétique. Est-ce que vous pensez que les menaces contre les cétacés ont évolué? Est-ce que c'est toujours la chasse à la baleine qui est le principal problème pour la vie marine? Ah non, les baleines sont menacées bien sûr par la chasse, mais également le fait de se retrouver accrochés au filet de pêche. Ils peuvent être également heurtés par des navires. Et il y a également les nuisances sonores qui peuvent leur nuire. Il y a les essais sismiques qui sont réalisés quelquefois, et les actions navales. Donc il y a des tas de choses. Et puis, évidemment, il y a moins de nourriture disponible pour les baleines dans les océans. Aujourd'hui, j'ai le sentiment qu'avec le changement climatique, les menaces sur les écosystèmes sont parfois beaucoup plus diffuses. Par exemple, vous l'avez dit, le changement climatique modifie l'accès à la nourriture disponible pour les baleines, il modifie la concentration de polluants aussi dans les océans. Tout ça a des impacts sur la biodiversité marine. Bref, les jeunes militants écolos, j'ai l'impression qu'ils font face à ce type d'enjeu beaucoup moins palpable. Quels conseils pourriez-vous leur donner pour agir aussi concrètement que vous avez pu le faire avec les baleiniers japonais? Chacun doit trouver ce qu'il est capable de faire au mieux. Il faut se servir de ses talents, de ses capacités et essayer de faire une différence. La seule chose qui ait pu réussir dans ce genre d'affaires, c'est d'avoir la passion, le courage, l'imagination. Et c'est la passion des individus qui fait une différence. Moi, je vois de plus en plus de militantisme aujourd'hui qu'il y a 20 ou 30 ans. Je voudrais parler un petit peu de votre rapport à la France. Après votre détention, vous avez notamment partagé l'envie de devenir citoyen français. Par ailleurs, la France a beaucoup aidé dans les négociations qui ont mené à votre libération. De votre point de vue, que pensez-vous de l'action de la France, du gouvernement français sur la santé des océans et sur la biodiversité marine? Le gouvernement français s'en sort peut-être mieux que la plupart des autres. En tout cas, beaucoup mieux que le gouvernement américain, qui va exactement dans l'autre sens. Mais c'est le pays de Jules Verne, de Jacques Cousteau, Jacques Ferrand. Donc il y a tout un héritage de militantisme et de protection des océans. Et je suis très fier d'être associé à tout cela. Maintenant, je ne peux pas retourner aux États-Unis, je ne peux pas retourner au Canada non plus. Je suis citoyen de ces deux pays, mais je ne peux pas m'y rendre. Parce que le Japon a toujours cette notice rouge d'Interpol. Donc la France m'a donné donc un sanctuaire pour échapper à ça. Vous le savez peut-être, en France, beaucoup de personnes critiquent la politique d'Emmanuel Macron, sa politique environnementale. On dit qu'il fait beaucoup de promesses. Il a organisé la conférence One Ocean Summit à Brest. Il porte aussi le sommet SOS Océan dimanche et lundi. Bon, pourtant, en France, comme on l'a vu tout à l'heure avec Frédéric Lemanac, 30% des aires maritimes protégées, dans ces 30% d'aires maritimes protégées, des pêcheurs ont le droit de racler le fond des océans avec des chalutiers et donc de détruire la biodiversité marine. Paul Watson, ma question, elle est peut-être un peu choc, mais est-ce que vous pensez que Macron, c'est un hypocrite? Je crois que tout le monde, chaque personne sur la planète à sa façon est hypocrite. On naît dans l'hypocrisie. Enfin, tout le système est fondé sur l'hypocrisie. Les hommes politiques, la politique a été décrite comme étant l'art du possible, mais il y a une limite à ce que les hommes politiques sont capables de faire. S'ils devaient vraiment prendre des mesures, ce serait un suicide politique. Donc, qu'est-ce qu'il faut? La pression doit venir du public. Et c'est ce qui amène les hommes politiques à vraiment prendre des mesures. Alors, si le public veut que les actions se passent, les hommes politiques le feront. Sorti de là, ma relation entre Sea Shepherd et le gouvernement français, cette relation est bonne parce qu'il n'y a pas de compromis à faire avec l'État, avec le gouvernement. On peut travailler avec eux et en même temps on peut les critiquer.
Mais en même temps, on peut même les poursuivre en justice. Ce qu'on fait en ce moment d'ailleurs, justement pour cette histoire de sanctuaire pour les baleines, pour reconstituer ce sanctuaire et pour pouvoir retourner les baleines à l'océan. Et c'est une façon saine de travailler avec le gouvernement, c'est-à-dire qu'on collabore, mais on critique également, et si nécessaire, on va devant les tribunaux. Dans le rapport à la politique, est-ce que vous avez des exemples où l'action politique a pu porter des bienfaits pour la biodiversité, pour l'environnement? Ou est-ce que pour vous, c'est un mode d'action qui n'existe pas et qui n'a pas d'intérêt? Non, la politique n'est pas la solution. Tous les changements se font grâce aux pressions sociales. La passion, le courage, l'imagination des individus, c'est cela qui fait changer les choses. Et c'est cela qui a mis fin à l'esclavage, par exemple. C'est ça qui a donné aux femmes le droit de vote. C'est les actions de personnes individuelles. Hein. À travers l'histoire, c'est toujours ça. C'est eux qui ont fait pression sur les politiques. Historiquement, c'est la seule chose qui ait jamais fonctionné. Je le disais tout à l'heure, en juin 2025 va se dérouler à Nice l'UNOC. Donc c'est comme une COP des océans organisée par les Nations Unies. Déjà, ma première question, c'est est-ce que Sea Shepherd sera présent? Oui, nous serons présents. Et moi-même, j'interviendrai en tant qu'orateur. Le gouvernement japonais a dit qu'il ne participerait pas à cet événement. Mais les organisateurs ont dit, dans ce cas-là, le Japon ne sera pas là. Il faut se rappeler qu'en 2015, je suis intervenu devant les Nations Unies à New York. Et à l'issue de cette intervention sur les océans, donc, le Japon a dit aux Nations Unies que je ne devrais plus jamais avoir le droit de m'exprimer devant les Nations Unies. Et effectivement, ça fait 10 ans qu'on ne m'a pas autorisé à parler là-bas. Mais les choses changent, puisque... Et évidemment, les Japonais ne sont pas très contents. Pourquoi ça a changé selon vous? J'ai pas la moindre idée. Je suis allé à l'UNESCO il y a 2 semaines. Je suis intervenu là-bas et j'aurais dit que ça fait 10 ans. La Nippon Foundation finance le jour des océans de l'UNESCO, la journée des océans. Donc, ceux-là même qui détruisent l'océan donne de l'argent à l'organisation qui est censée protéger l'océan. Et ensuite, c'est à eux de dire qui a le droit de parler et qui n'a pas le droit de parler. Mais il y a une sensibilisation du public qui a fait qu'il est de plus en plus difficile pour les Japonais de faire ça. Sur ce genre de grande conférence, moi, il y a l'une des questions que je me pose, repose sur leur efficacité. Il y en a eu des COP, mais je n'ai pas vu beaucoup d'effets concrets sur le climat, sur la biodiversité. Est-ce que vous pensez que les grandes conférences comme l'UNOC, c'est là que se joue la protection de l'environnement? Et si elle ne se joue pas là, elle se joue où? Écoutez, c'est quand même l'occasion de faire du réseautage entre les personnes du monde entier qui peuvent se rencontrer et se parler. Moi-même, je vais parler devant le chef traditionnel indien de la forêt amazonienne pour parler justement du poumon de la Terre qu'est la forêt amazonienne, l'océan qui est également le poumon bleu, la forêt étant le poumon vert. Vous qui traversez le monde, est-ce qu'il y a des zones géographiques où vous avez vu plus d'engagement citoyen autour du climat? À quoi ça ressemble? Est-ce qu'il y a des manières d'agir que nous, on n'a pas en Europe? Pas vraiment. Le problème, c'est la vision qu'on a du monde. Par nature, on est complètement déconnecté de la planète. On accorde plus de valeur aux objets créés par l'homme, comme Notre-Dame de Paris. Par exemple, si vous vous rendiez à la Mecque et vous crachiez sur la pierre noire là-bas, vous ne quitteriez pas les lieux vivants.
Ou bien si vous vous rendiez à Jérusalem devant le mur des lamentations, vous attaquiez à cela avec un pic à glace, on vous tirerait dessus. Parce que là, ce sont des objets précieux, sacrés. Mais tous les jours, on se rend dans les cathédrales les plus sacrées du monde, à savoir la forêt tropicale d'Amazonie, la grande barrière de corail en Australie, et on les détruit en toute impunité. Et alors, qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça? On envoie des lettres au gouvernement, on lance des manifs. Si la forêt amazonienne, si les baleines, si la barrière de corail were as valuable to us as a piece of rock in Mecca or a statue in Rome or a wall in Jerusalem. Était aussi précieux pour nous qu'un rocher noir à la Mecque ou un mur à Jérusalem ou encore une statue à Rome. We would rise up and aggressively defend them. Alors on se leverait comme un seul homme et on les défendrait agressivement. So we have to get back in touch with the natural world. Donc il faut revenir reprendre contact avec le monde naturel. Pourquoi vous pensez qu'on a perdu ce contact? We lost touch thousands of years ago when we changed our entire philosophical outlook on life. On a perdu le contact il y a plus de 1000 ans, des milliers d'années même, lorsqu'on a complètement changé notre philosophie par rapport à la vie. This thing called anthropocentrism. C'est ce qu'on appelle l'anthropocentrisme. This idea that we're more important than everything else. L'idée que l'homme est plus important que That it was all created just for us. Que tout le reste, que l'homme a été créé, que l'univers a été créé que pour l'homme. And nothing else is important. Et que rien d'autre ne compte. And that's going to lead to our destruction. Et c'est cela qui nous mène à la destruction. We don't live on this planet by ourselves. Nous ne sommes pas seuls sur cette planète. We don't live in a world without whales and bees and trees and worms and microbes. On ne vit pas dans un monde privé de vers, d'abeilles, de microbes. They live here without us, but they don't need us, but we need them. Parce que toute cette flore et cette faune peuvent se passer de nous, mais nous, inversement, nous ne pouvons pas nous passer d'eux. I think the best way to describe this is if you picture this planet as a spaceship. Imaginez que cette planète soit un vaisseau spatial, It's on this incredible voyage around the Milky Way. lancé dans ce voyage à travers la Voie lactée. And every spaceship has a life support system. Chaque vaisseau spatial a un système de survie, It provides us with the air we breathe, avec l'air qui nous permet de respirer, the food we eat, and regulates climate and temperature. la nourriture, un système de climatisation. And that system is run by a crew Et ce système de survie, donc, est géré par un équipage d'ingénieurs. They keep everything running, they maintain the services. Ils font en sorte que le système tourne, ils en assurent l'entretien. We humans, we're not crew. Mais nous, les êtres humains, nous ne sommes pas cet équipage. We spend most of our time entertaining ourselves. On passe le plus clair de notre temps à nous divertir. But what we do is we kill the crew. Mais ce qu'on fait, c'est qu'on tue l'équipage. Or murdering the engineers. On assassine les ingénieurs. And there's so many engineers you can kill before that machinery begins to fall apart. Et au bout d'un moment, on aura tué suffisamment d'ingénieurs pour que toute la machine s'effondre. And that's what's happening right now. Et c'est exactement ce qui est en train de se passer maintenant. The most significant threat to our survival right now is one nobody even talks about. La plus grande menace qui pèse sur notre survie, on n'en parle pas du tout. Since 1950, there's been a 40% diminishment in phytoplankton in the sea. Depuis 1950, il y a une diminution de 40% du phytoplancton dans la mer. Phytoplankton, these aquatic plants provide us with 70% of the oxygen in the air we breathe. Ce phytoplancton nous apporte 70% de l'oxygène que nous respirons. And they sequester enormous amounts of CO2. Et ce phytoplancton capture une énorme quantité de CO2. And they're the bottom of the food pyramid in the ocean. Il se trouve tout en bas de l'échelle de la chaîne alimentaire au fond des océans. And why is this diminishment happening? Et comment ça se fait qu'il y ait une telle réduction? Because we're diminishing the population of whales and seabirds and fishes and turtles. Parce qu'on réduit la population des baleines, des oiseaux de mer, des tortues de mer. And they provide the nutrients to fertilize the phytoplankton. Mais ce sont eux qui produisent les nutriments qui permettent de féconder les phytoplanctons. Every day, one blue whale drops 3 tons of manure. Chaque jour, une baleine bleue lâche
3 tonnes de fumier marin. Rich in nitrogen, iron, and magnesium. Plein d'azote, de fer et de magnésium. The whales are the farmers of the ocean. Les baleines, ce sont les agriculteurs de l'océan. And if these species that fertilize the phytoplankton disappear, so does the phytoplankton. Et donc, si cet engrais naturel disparaît, eh bien, c'est le phytoplancton qui disparaît. And if the phytoplankton disappears, we disappear. Mais si le phytoplancton disparaît, nous disparaissons à notre tour. We don't live on this planet with a dead ocean. Nous ne pourrons pas vivre dans cet océan sur cette planète si l'océan est mort. So for 50 years, I've been saying the same thing. When the ocean dies, we die with it. Et c'est ce que je répète depuis 50 ans. Quand l'océan mourra, nous mourrons aussi. Which means each and every one of us has an obligation to do everything we can to make sure the ocean does not die. Ce qui veut dire que chacun d'entre nous a une obligation de faire tout ce qu'il peut pour s'assurer que l'océan ne meurt pas. Paul Watson, vous êtes né à Toronto, au Canada. Quelle est votre perspective par rapport à la politique de Donald Trump? Mais je suis né dans le 51e État des États-Unis. Mais c'est vrai que j'ai la double nationalité américaine et canadienne. Alors qu'est-ce que je pense de Donald Trump? C'est un imbécile. He's a total idiot. He's a moron. Un idiot absolu. He's going to destroy the environment in the United States. Il va détruire l'environnement aux États-Unis. As well as destroy democracy. Il va détruire également la démocratie. And probably is going to cause a great deal of warfare and problems in the world. Il va probablement causer beaucoup de guerres et de problèmes à travers le monde. But I do have some hope. Mais l'espoir persiste. In 2 years, there will be congressional elections. Dans 2 ans, il y aura les élections au Congrès américain. And by that time, he'll do so much damage that we'll be able to impeach him. Et je pense que d'ici là, il aura fait tellement de dégâts qu'on sera en mesure de le destituer. And I think there's a limit to how much stupidity the United States can endure. Et je crois qu'il y a une limite à la stupidité que les États-Unis peuvent encaisser. Because you have to understand there's 2 countries there. Parce qu'il faut bien comprendre, il y a 2 pays là-bas. There is the United States. Il y a les États-Unis, California, Washington, Oregon, Illinois, New England, Hawaii. la Californie, l'État de Washington, la Nouvelle-Angleterre, l'Illinois, Hawaï, Michigan, maybe. peut-être le Michigan. But the rest of it, we just call dumb fuckistan. Et le reste du pays, on l'appelle le dumb fuckistan. Je ne vais peut-être pas traduire exactement. I mean, how do these people even think like that? Comment ces gens peuvent-ils penser comme ça même? Yeah, last week, the press secretary for the president was asked about a French member of parliament who criticized Trump. Alors l'autre jour, le secrétaire chargé de la presse aux États-Unis avait été interrogé pour savoir ce qu'il pensait d'une déclaration faite par un parlementaire français au sujet de Trump. And she said that the French should be grateful that they're not speaking German. Et c'est une secrétaire chargée des relations avec la presse qui a dit « Les Français devraient être reconnaissants aux États-Unis qui ne sont pas obligés de parler allemand. » Her ignorance of history is appalling. Son ignorance de l'histoire est époustouflante. If not for France, the US would not exist. C'est grâce à la France que les États-Unis existent. That loan that France gave for the revolution was never paid back. Le prêt que la France a accordé à la révolution, de la guerre d'indépendance américaine, n'a jamais été remboursé. The US owes France trillions in interest. Les États-Unis doivent à la France des trillions de dollars en intérêts. And the final battle of the American Revolution didn't have a single American in it. Et dans la dernière bataille de la Révolution américaine, il n'y avait pas un seul soldat américain dedans. The French beat the British fleet. Ce sont les Français qui ont réussi à vaincre la marine britannique, Cut off the supplies to General Cornwallis. qui ont coupé les vivres au général Cornwallis. And Lafayette's army took the victory. Et la victoire appartenait à l'armée de Lafayette. American history is a lie. L'histoire des États-Unis est un gros mensonge. But I think it'll change. Mais ça va changer. These are some of the reasons I can't go back to the US. C'est certaines des raisons pour lesquelles je ne peux pas retourner aux États-Unis.
Paul Watson, je voulais vous poser une question sur votre rapport à la politique. Je vais citer un seul exemple qui représente un petit peu les questions que je me pose. Vous aviez quitté le Parti vert canadien, notamment en lui reprochant d'opter, je vous cite, pour des positions de gauche politiquement correctes, en contradiction avec des positions que vous jugiez écologiquement correctes. Je sais que cet exemple remonte, mais est-ce qu'aujourd'hui, vous tiendriez encore ce genre de propos ? Je n'ai plus d'affiliation politique aujourd'hui. Moi, je trouve que tous les partis politiques avec lesquels j'ai été associé ont trahi l'environnement. Mais que l'on soit à gauche ou à droite de l'échiquier politique, on a toujours la responsabilité de protéger la planète. Parce que l'écologie vous touche, quelles que soient vos opinions politiques, quelles que soient vos croyances. Donc si un homme politique de droite, d'extrême droite même, faisait quelque chose de bon pour l'environnement, protégeait une espèce, ben ça c'est quelque chose que je respecte. Parce que l'action écologique doit être indépendante de tout biais politique. Paul Watson, j'ai une dernière question à vous poser. C'est probablement celle qui m'intéresse le plus. Je vais vous parler de moi personnellement. Le combat pour l'environnement me pose beaucoup de questions. Je vous avouerai que je me sens démuni. J'ai l'impression que si je prends le vélo, si je trie mes déchets, ça ne va pas changer grand-chose. Parce que les vrais responsables, c'est les États, les grandes entreprises, Total, Nestlé. Qu'est-ce que vous répondez aux gens qui, comme moi, se sentent démunis face au combat pour l'environnement ? Mais chacun fait ce qu'il peut. Et il ne faut pas se sentir découragé ou démuni, justement. L'enseignement le plus important que j'ai jamais appris, c'était en 1973. Je voulais être aide médicale, enfin médecin même pour le mouvement des Indiens d'Amérique. Vous vous rappelez le siège de Wounded Knee? On était cernés par 2000 agents fédéraux qui nous tiraient dessus. Ils en ont tué 2, ils en ont blessé 46. Alors j'ai rencontré Russell Meads qui dirigeait le mouvement des Indiens d'Amérique. I said, we can't win here. The odds are against us. It's hopeless. So why do we continue to resist? Alors je lui ai dit, bon, on peut pas gagner. Toutes les chances sont contre nous. Pourquoi continuer à résister? And what he told me has stayed with me ever since. Et ce qu'il m'a dit, ça m'est resté toute ma vie. He said, we're not concerned about the odds against us. C'est pas les probabilités de succès qui nous intéressent. We're not concerned about winning or losing. C'est pas une question de savoir si on va gagner ou si on va perdre. We're here because it's the right place to be, the right time to do it, and the right thing to do. Parce que nous sommes là où il faut être, quand il faut l'être, et nous faisons ce qu'il faut faire. Never worry about the future. Ne vous inquiétez pas de l'avenir. You have no control over the future. On n'a aucune maîtrise de l'avenir. But you have absolute control over the present. Mais on a une maîtrise totale du présent. You focus on the present and do what you can. On se concentre sur le présent, on fait ce qu'on peut. And that will define what the future will be. Et c'est cela qui va déterminer l'avenir. Merci beaucoup Paul Watson pour cet entretien, c'était extrêmement intéressant.